en 2001. Il s'appelle Steve Palombi, il travaille en Californie, et il écrit un papier dans la revue Science où il dit le plus puissant moteur de l'évolution aujourd'hui, c'est l'humain. Alors moi qui étais un physiologiste environnemental, j'avais passé ma vie à travailler sur les effets de la longueur du jour, la température de l'océan, le sel de l'océan, la présence d'oxygène. C'est ça qui ont été les moteurs de l'évolution pendant des milliards d'années. Et là, il nous dit c'est plus ça, c'est l'humain. Je dis qu'est-ce qu'il raconte? La même année, en 2000, Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, un Hollandais, c'est lui qui a trouvé le trou dans la couche d'ozone, il a son prix Nobel en 1995. Lui propose un terme qui nous a beaucoup plu à nous, écologues, anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle ce moteur essentiel est l'humain. Si on veut vraiment être capable de limiter les effets du changement, c'est trop tard pour empêcher le changement climatique. Notre CO2, il est là, il en a pour 1000 ans dans l'atmosphère, de toute façon. On ne peut plus l'empêcher, on peut limiter les dégâts. Mais si on veut vraiment limiter les dégâts, il faut arrêter le charbon et le pétrole, tout de suite, là, maintenant. Et on n'y est pas prêt, bien entendu. La vie a plusieurs fois failli vraiment passer à la trappe. Elle est toujours là. La plus belle entreprise de la planète, c'est la vie. Robert Barbeau a écrit un magnifique livre avec Jacques Weber. La vie, quelle entreprise! 3,85 milliards d'années, diantre. C'est quand même pas mal, hein? Avec des avatars fantastiques. Et toujours avec les mêmes leitmotifs. Très parcimonieux en énergie. Une seule énergie, la lumière solaire. Il n'y en a pas d'autre pour le vivant, en fait. Voilà, donc le climat qui change pour terminer. Température. Fonte des glaciers. J'étais il y a quelques mois avec des collègues de l'IRD au Pérou et au Chili. Les glaciers andins ont perdu en 40 ans autant de glace que les glaciers européens sur 3 siècles. Petit âge glaciaire en France, 1650. Il fait vraiment très froid à ce moment-là. Donc on a le maximum glaciaire, là, le plus récent. Hein. Et depuis 3 siècles, nos glaciers fondent. Là, ils ont perdu autant de glace en 40 ans. Et si la mer remonte un peu plus, le seul glacier Tolten qui fondrait en Antarctique, c'est 7 mètres d'augmentation du niveau de tout l'océan mondial. Le vivant qui s'en va change le climat. Et c'est vrai au niveau marin et au niveau continental. La forêt, c'est typique. Vous coupez la forêt, plus d'évapotranspiration, plus de pluie, plus d'agriculture. Dans l'océan, ce CO2 qu'on émet, lié aussi à la déforestation, est piégé en partie par l'océan, ça c'est clair. Et on voit effectivement des 4,3 milliards de gigatonnes par an, 4,3 gigatonnes par an, 26% sont pris dans l'océan. Et qui joue un rôle fondamental pour éviter les gaz à effet de serre. Le drame, c'est qu'à l'opposé, ce CO2 dans l'océan acidifie l'océan. Et le vivant sait fonctionner avec une température qui change, pas tellement avec une acidité, ce qu'on appelle un pH. Hein. Et c'est vrai que ce pH était extrêmement stable depuis 100 millions d'années. Il avait bougé un tout petit peu. Et là, aujourd'hui, il s'effondre. En 250 ans, l'océan est 30% plus acide. Et si on continue à émettre comme aujourd'hui, il sera 50% plus acide à la fin du siècle. Et ça, le corail, il ne sait plus faire son squelette, les coquillages ne savent plus faire leurs coquilles. Beaucoup d'espèces sont très menacées par ces questions. Les proliférations de méduses, ça adore les méduses. On a tué les tortues qui mangeaient les méduses, on a tué les grantons qui mangeaient les méduses, des méduses partout, à la place des poissons et des crustacés. Et un sac en plastique qui vous a servi 20 minutes pour amener vos tomates à la maison tue une tortue de 80 ans. C'est à pleurer, tellement c'est con. Excusez le terme, c'est à pleurer. Donc ça veut dire que là, alors on va supprimer les sacs plastiques, il n'y en aura plus en France au 1er janvier 2016. On s'est battu pour ça. Hein. C'est un enfer de matière plastique en ce moment que l'on vit. Alors ce CO2 a changé. Voilà comment était le pH de l'océan. Il y a eu quelques petites fluctuations. Hein. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'instant, on est arrivé à 400 mètres. Demain, l'océan sera plus acide jusqu'au fond. L'océan ne sera jamais acide. Ce n'est pas possible. Hein, les effets tampons des carbonates, bicarbonates l'interdisent, mais il sera beaucoup plus acide. On est passé de 8,18 à 8,08 et on imagine à la fin du siècle beaucoup moins de 8. Là, on revient effectivement, ça s'est passé dans le passé, mais jamais à cette vitesse-là. Encore une fois, que le climat change, ce n'est pas un souci, c'est bien que le climat change. Il change trop vite. 4 degrés en 20 000 ans, il y a 20 000 ans, la mer était 125 mètres plus bas. Et là, la mer, en ce moment, elle remonte 3 fois plus vite qu'il y a 30 ans, et on a pris 1 degré sur un peu moins d'un siècle. Ça dépend des régions du monde en plus. Alors bien sûr, on a beaucoup modélisé le phytoplancton, on s'intéresse beaucoup au phytoplancton, pour vous montrer que si on affecte le phytoplancton, on change la capacité de l'océan dans sa capacité à fixer le CO2. Donc s'il ne fixe pas le CO2, il y en a plus dans l'atmosphère, plus de gaz à effet de serre. Les pêches mondiales, en fait, on ne débarque pas plus depuis 30 ans, c'est fini. Il n'y a pas un poisson de plus débarqué, on est à peu près à 80 millions de tonnes à peu près, alors que l'effort de pêche augmente en permanence. C'est-à-dire qu'on a plus de bateaux, plus d'hameçons, plus de moteurs. Ce qui fait que là, on a un effort de pêche qui augmente considérablement et les débarquements qui n'augmentent pas. Il y a bien un problème.
Alors, il y a un papier dans Nature très célèbre, publié par une équipe allemande, où ils ont dit en 2048, si on continue comme aujourd'hui, le dernier poisson disparaîtra de l'océan. C'est extrêmement théorique, j'y crois absolument pas. N'empêche que c'est un exercice de l'esprit qui n'est pas inintéressant. Si on continue comme ça, on va effectivement interdire aux poissons de survivre dans l'océan. Regardez, ça marche très bien, mais avec des ministres, ça marche super bien, ça. Concours de pêche, tous les coins de la planète. On a détruit tous les gros poissons de la planète, en fait. 1926, 57, 80, 2007. Toujours des mâles, hein. Ça c'est un truc de mec, encore ça. Il veut les gros trucs, je suis un gros poisson, il est à moi, je suis le plus beau, regardez, je suis fantastique. La virilité a pris un sacré coup parce qu'il gagne avec 240 grammes en 2007, le type. Là, hein. Il reste que des tout petits poissons, c'est fini. La plus grosse morue doit faire 20 kilos aujourd'hui. Il y avait des morues de 200 kilos vers 1902-1903. Alors voilà comment on peut changer le climat en pêchant trop. Ça s'est fait dans le Benguela, en Namibie, ou bien au large des côtes du Chili. Vous surpêchez les sardines, d'accord? Donc, comme il n'y en a plus, vous effondrez les populations d'oiseaux de mer, vous effondrez les populations de baleines et de phoques, et vous effondrez les populations de poissons qui mangent des sardines, dont des poissons d'ailleurs très intéressants pour les pêcheurs, parce qu'ils y vendent beaucoup plus un grand thon, un espadon qu'une sardine. Il n'y en a plus. Donc, comme il n'y en a plus, vous avez le zooplancton normalement mangé par eux qui explose. Et comme il y en a beaucoup, ils mangent tout le phytoplancton. Et je viens de vous dire que le phytoplancton joue un rôle très important dans la capacité de l'océan à flécher le gaz carbonique. Voilà comment, en surpêchant en des régions du monde, on change le climat, en changeant la capacité de l'océan à stocker ce CO2. Cyclones tropicaux, Vanuatu, avril 2015, vous vous rappelez des vents à 383 km/h? Jamais vu ça. Mais ce n'est pas les Vanuatais qui sont responsables, effectivement, de ces problèmes particuliers. Un océan très chaud, qui emmagasine des chaleurs. Il faut que je vous dise quand même que l'océan est le principal régulateur du climat. Pourquoi? Parce qu'il stocke l'énergie. 93% de l'énergie disponible est dans l'océan. Les 3 premiers mètres de l'océan ont autant d'énergie que toute l'atmosphère de la planète. Donc quand un cyclone tropical se réalimente sur de l'eau chaude de surface, la puissance est gigantesque et crée des vents absolument incroyables, extrêmement destructeurs. Et il a plu dans les zones du Chili où il pleuvait jamais aussi à la même époque. Sécheresse. Vous allez voir, c'est le drame de l'Afrique aujourd'hui. Il ne pleut plus. Et enfin, bien sûr, puisque plus l'eau est chaude, moins elle a d'oxygène, on est vraiment baltique en ce moment, où on voit que les poissons de fond n'ont plus assez d'oxygène parce que la mer s'est trop réchauffée. Et enfin, bien sûr, c'est la remontée du niveau de la mer qui pose problème aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que je vais demain avec les maires des communautés rurales, on va passer 2 jours de réflexion ensemble. En fait, ils veulent faire un mur de l'Atlantique de Dunkerque à Biarritz. Ça ne sert à rien, sauf à remplir les poches des bétonneurs, c'est tout, hein. Alors je leur disais, l'île de Ré, écoutez, vous faites Fort Boyard autour de l'île de Ré, on sauvera l'île de Ré, effectivement. La solution n'est pas là, il faut se retirer du trait de côte. Est-ce que vous êtes tous prêts dans la salle, moi le premier, à accepter que nos impôts servent à payer des murs pour protéger des biens privés? J'en suis pas sûr. Donc il y a une vraie question qui est posée sur ces questions-là. Ce n'est pas des ouvrages d'art qu'il faut faire, c'est réfléchir. Il y a des endroits particuliers où je peux comprendre que ça puisse se faire. Hein. On verra endroit par endroit, mais globalement, ça n'a pas de sens. La Camargue, l'Aquitaine et puis la Basse-Normandie, ils seront sous l'eau. C'est comme ça. Hein. Alors l'île de Pâques est un joli exemple parce que l'île de Pâques, on imagine toujours des humains non préparés au changement et faisant n'importe quoi, détruire leur île en faisant beaucoup de bébés et en surexploitant. C'est pas que ça. On sait maintenant qu'il s'est passé un grave changement climatique qui a duré 12 années, entre 1680 et 1700. 12 années de sécheresse terrible. C'est ça qui a effondré la civilisation pascoane. Le climat les a effondrés. Le climat sur un ensemble d'activités qui n'étaient pas terribles avant. Donc quand je parle du climat souvent, le climat n'est que par-dessus le reste. Ce n'est pas la principale cause de tout ce que je raconte là. Le climat simplement se surimpose aux destructions, aux pollutions, aux disséminations et aux surexploitations. Et ça, ce n'est pas terrible, évidemment, bien sûr. Et les Pascons s'éteignent. Il reste que quand Pierre Loti y passe en 1888 ou 86, il reste 105 Pascons à l'île de Pâques. J'ai traduit Anaka et Tangata en français, c'est quelque chose comme la grotte où sont mangés les hommes. La température est un facteur essentiel dans le vivant. Vous avez des espèces qui aiment le très froid, qui aiment le froid, qui aiment le moyen comme nous, qui aiment le chaud ou l'hyper chaud. Hein, tout dépend effectivement des milieux adaptatifs. Le vivant va la température la plus basse de la Terre, mesurée, c'est moins 89,4 dans des glaciers antarctiques. Il y a des bactéries, mes petits colamboles là, et mes petits tardigrades, ils peuvent vivre à ces températures-là. Et vous allez vers le haut jusqu'à des températures de 150 degrés dans les sources hydrothermales où vous avez des bactéries capables de vivre à 140 degrés. Donc vous voyez que le vivant va de
moins 90 à plus 140 sur la Terre. On peut aller plus loin en les mettant dans des gaz qui sont liquéfiés, on l'a vu tout à l'heure. Cette température, elle est fondamentale parce qu'elle joue des fois sur le sexe, sur les crocodiles, sur des poissons, sur des grenouilles. Aujourd'hui, on voit des lacs où effectivement, il n'y a que des garçons ou que des filles. Le climat a changé trop vite. Ça joue aussi sur le temps de développement larvaire, sur des oursins ici. Plus il fait chaud, plus ça va vite. Et ça, en mer, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire qu'ils n'auront plus le temps de faire la route. Mon oursin, il émet ses œufs et ses gamètes, il fait ses bébés, il fait ses larves. À température de 15, il faisait 100 km. À 16, ils feront 50 km. Donc on va voir les cartes de répartition des espèces marines qui vont changer parce que la température sera plus élevée. Ils iront moins loin. Une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus. Un corail, il ne bouge plus. Une gorgone, une éponge ne bouge plus une fois qu'il est fixé. Ils iront moins loin. Ça va poser des problèmes. On voit mon petit tardigrade de tout à l'heure ici. Image de l'Afrique, ça s'est remis ces photos là il y a quelques semaines. Le Zambèze, c'est les plus belles chutes du monde, d'Afrique, parmi les plus belles. Il n'y a plus d'eau, il ne pleut plus. Ça fait 4 ans qu'il ne pleut plus. Le Kalahari grandit tous les jours. Le Namib grandit tous les jours. Il y a même des navires, des grands pétroliers dans le désert de Namib aujourd'hui. Il n'est pas allé se mettre là tout seul. Là, ce sont des points d'eau pour la faune sauvage. Ce sont des hippotragues ici, des grandes antilopes. On a mis des pompes immergées dans une nappe phréatique pour alimenter en eau des animaux sauvages. Ce n'est pas du bétail domestique. Et comment on alimente la pompe? Par des panneaux solaires. Et on est en Afrique. Donc il faut les protéger par des grosses barrières parce qu'il y a des éléphants. Et ça, on a mis ça parce qu'il y a des babouins qui vont manger les panneaux solaires sur le toit. Et pour pas que le babouin puisse manger les panneaux solaires, on a mis des systèmes pour qu'ils ne montent pas sur le toit. On est en Afrique. Donc vous voyez qu'il faut s'adapter là aussi, bien sûr. Il faut qu'on donne de l'eau à la faune sauvage. Ces pays vivent de gens qui donnent de l'argent pour aller voir des animaux sauvages. Alors ça, c'est des travaux conduits par l'INRA dans l'est de la France sur les arbres. On montre ici que les arbres ont suivi un modèle en altitude. Nos arbres français ont fait 100 mètres en 18 ans. Ils sont montés en montagne. Ça marche assez bien, mais ils n'arrivent pas à faire en plaine, ça ne marche pas. Un arbre, il ne bouge pas facilement. Hein. Il faut qu'il fasse des graines, qu'il les envoie plus loin. Puis il se pose plein de questions d'écologie. Jacques Brondel, qu'on connaît bien, avec Polo, a travaillé beaucoup là-dessus sur les mésanges bleus avec les chenilles. Ou les chenilles sont allées trop loin, et quand les bébés mésanges sont là, il n'y a plus de chenilles, elles sont parties. Ou c'est l'inverse, les mésanges sont allées plus loin, il n'y a pas de chenilles encore arrivées là où elles sont. Ça pose de gros problèmes, bien sûr. Hein. Et on voit toute la flore française qui va changer comme ça vers le nord. Je termine par la ville. La ville, c'est quoi? C'est beaucoup d'humains, avec des tas d'envahisseurs qui s'installent. C'est toutes les maladies nouvelles qui apparaissent dans nos villes depuis quelque temps. Maladies liées à l'âge, on a dit, cancer de la peau, mais aussi nouvelles maladies infectieuses. Il y a eu quand même des cas en France, il y a eu quand même 2 cas de dingue là, dans les mois écoulés. Il y a de la leishmania partout dans le sud de la France. Le chikungunya est partout, il va remonter à Paris, vous allez l'avoir à Rennes, le chikungunya. Hein. L'Aedes albopictus, il est là, il y en a. C'est un moustique qu'on n'avait jamais vu. Il arrivait par un avion de temps en temps, maintenant il remonte. Et là, c'est un élevage d'Aedes en Chine. Je vous ai fait la photo avant-hier. Ça, c'est dans un laboratoire chinois à Guangzhou, où là, ils élèvent des Aedes albopictus qui relâchent sur les fronts d'invasion en traitant ces moustiques avec des bactéries, la Wolbachia, qui justement permet aux moustiques, enfin, lui interdit certains types d'activités sans transporter les problèmes de pathogènes. Ramener la diversité en ville, c'est fondamental. Ramener des arbres, c'est absolument vital. Ici, les trames vertes et les trames bleues. Regardez cette carte thermique de Paris. Le rouge, c'est que du béton. Le bleu, c'est des arbres. Ce sont des arbres. 6 degrés d'écart. 15 000 morts à Paris en 2003. 100 000 morts en 2010 en Russie par une vague de chaleur. Si vous ne gardez pas d'arbres en ville, vous ne pourrez pas vivre dans vos villes. Ça ne sera pas possible. C'est absolument fondamental, sans compter le bien-être apporté à l'humain. Il y a un très beau travail publié par des médecins anglais dans la revue The Lancet. Ce n'est pas une revue écolo, The Lancet. Hein. Il montre que sur 40 000 personnes dans les grandes villes britanniques, si vous avez accès à un parc à la fin, vos 30 dernières années de vie, vous n'avez pas les mêmes maladies. Vous ne vieillissez pas de la même façon. C'est la courbe simplement des primes d'assurance payées aux humains aujourd'hui. Pas mal, hein? Pour des raisons humaines et non humaines. Voilà, le résultat, c'est ça. Et voilà pourquoi, et je termine là-dessus, quand on me disait l'autre jour, mais pourquoi vous allez en Afrique alors que les Français souffrent? C'est très simple, on va en Afrique. Parce que soit on est capable tous collectivement ici d'aider les Africains à être bien chez eux, sinon on ne pourra plus vivre chez nous. Il n'y a aucun propos de quoi que ce soit dans ma bouche là-dessus, c'est vital. Cet effort de solidarité, on ne l'a pas fait. On a beaucoup contribué à abîmer aussi leurs écosystèmes. J'ai vu au Mali des terres, il n'a jamais aussi peu plu, ils n'ont jamais eu autant d'inondations. Quelle agriculture on leur a donné? Ils savaient faire.